Pour nous, chacun compte. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. D'abord, les nouvelles de notre outil de défense. Les femmes, dans leur dynamique offensive, ont mené ce samedi 4 novembre 2023 une opération spéciale dans le secteur d'Egedech, cercle de Bourem. Des suspects des groupes armés terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrique d'engins explosifs improvisés a été également découvert. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Capidou entre le Mali et le Burkina Faso, toujours ce samedi 4 novembre 2023, les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes dans le secteur de Baye, cercle de Bankas. Ces opérations de maillage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire malien et dans les pays de l'AES. Le vendredi 3 novembre, les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMA ont permis d'identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp abandonné de la MINUSMA à Kidal. Toutes les cibles ont été neutralisées. Les FAMA exhortent la population à rester vigilante. Unis, nous vaincrons. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau était à Niamey, au Niger, où elle a pris part à la cérémonie de lancement officiel de la mise en production du pétrole brut de 20 000 barils par jour. Le pays passe désormais à 110 000 barils par jour. En marge, bien sûr, de ce lancement, la ministre Camara et son homologue du Burkina Faso ont été reçus en audience par le président de la transition, le général Abdourahmane Tchani. Les commentaires est signé Boubacar Bablin Touré. Désormais producteur et exportateur de pétrole, le Niger vient de procéder au lancement officiel de la mise en production du pétrole brut. Présente à cette cérémonie de lancement, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Camara, représentant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour soutenir ce pays frère du Mali au lancement de ce gigantesque projet d'oléoduc. À son arrivée à Niamey, le ministre Camara et son homologue du Burkina Faso ont été reçus en audience par le président de la transition, le général Abdourahmane Tchani. Audience au cours de laquelle le président de la transition du Niger a exhorté les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel à mettre en place un mécanisme de coopération commune pour permettre à nos différents pays de s'approvisionner en hydrocarbures via le Niger. Au sortir de cette audience, le ministre Camara a pris part aux côtés du premier ministre nigérien au lancement officiel de l'oléoduc long de près de 2000 km. Un projet qui permettra au Niger d'augmenter sa capacité de production qui passe de 110 000 barils par jour contre 20 000. Notre pays peut désormais compter sur le Niger pour se ravitailler en hydrocarbures de qualité et à moindre coût, au dire du ministre en charge de l'énergie. Occasion aussi pour elle de rassurer ce pays frère que le Mali sera parmi les partenaires potentiels avant de remercier les autorités nigériennes qui ont accordé gracieusement une importante quantité d'hydrocarbures à notre pays en guise de solidarité et de fraternité. Depuis quelques jours, le constat est palpable sur le théâtre des opérations. L'offensive des forces armées et de sécurité FAMA se précise, d'où la satisfaction générale des populations de la région de Kaye. Elles ont eu l'opportunité, grâce à notre équipe régionale, pour parler du sujet. Moriba Keita. Notre vaillante armée est passée d'une armée défensive à une armée offensive qui n'hésite pas à traquer l'ennemi. Cela fait aujourd'hui quelques mois que les choses ont évolué de façon positive pour le Mali sur le théâtre des opérations. Et c'est avec fierté que la population kaysienne à 100% soutient les FAMA. Nous voyons que nos FAMA progressent depuis Tessalit, ils progressent depuis Aguelok. Et on va dire ces 2 dernières journées, c'est vraiment l'entrée triomphale à Kidal. L'armée malienne, l'ensemble de la population malienne se battent pour récupérer ces différents territoires qui sont pour le Mali. Cette situation, elle est remarquable, elle est historique. Je pense que les femmes sont en droit de se battre et jusqu'au dernier souffle pour libérer le pays. Ils n'ont pas autre devoir
que cela, le reste est complémentaire. Pour la simple raison que ceux qui nous sont agressés là, vraiment, ils n'ont pas le droit de le faire. Moi, je pense que les Nations Unies sont là pour nous départager. Pour ce qui se passe en ce moment et que nous entendons, franchement, ça se passe très très bien. Et ça se passe au goût de tous les Maliens. Il faudrait que ça change, que le Mali se libère, que le Mali appartienne aux Maliens. Il faudrait continuer jusqu'à ce que le coin et les recoins du Mali soient libérés. Nos femmes ils se battent pour libérer le pays. Nous ne pouvons que les encourager sur cette voie, faire des bénédictions pour qu'ils puissent accomplir dignement leur mission. Là où ont échoué les hommes politiques sur le plan sécuritaire est aujourd'hui comblé par des jeunes officiers colonels tous engagés et responsables pour la cause du Mali. Les autorités de la transition, ils font partie des dignes fils de ce pays. Depuis combien d'années nous sommes dans cette situation? Pendant que nous étions dans ce travail, on avait les mains liées. La transition malienne là a vécu tous les faits dans le nord. On ne les a pas racontés et à travers toute l'étendue du territoire national. Donc, on leur dit merci. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, n'a pas été aimé de tous. Donc je l'encourage à ne pas baisser les bras, de continuer jusqu'au coup de sifflet final. Nous sommes derrière lui. Maintenant, trop, c'est trop. Colonel Assimi Goïta et son gouvernement, ils ont nos bénédictions. Nous les soutenons à 100%. Nous disons à Assimi Goïta que nous, les femmes de la région de Caille, sommes prêtes pour aller nous battre. Tout ce qui se passe, c'est bon. La bataille pour la liberté des Maliens, la liberté dans la parole, la liberté dans le développement économique, vraiment, je pense que c'est toutes les questions qu'eux, ils sont en train de traiter et ça va vraiment dans le sens de tous les Maliens. Moi, je remercie les autorités de la transition pour tout ce qu'ils sont en train de faire à l'endroit des Maliens. C'est l'occasion pour appeler les autorités de la transition à mettre un plus sur cette situation de sécurité, à mettre un grand plus sur l'ensemble de tous les aspects de développement de la nation. Parce que nous espérons que cette situation va être l'entame du Malikoura que nous sommes en train de dire. Car Afrique libérée, la seule solution, c'est la transition. Parce que l'Afrique, libération commence par Kidal. Si Kidal a été libéré aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui a été libérée. Plus de 4500 candidats ont déjà déposé leur dossier au concours des différents corps des forces de défense et de sécurité dans la 6e région militaire. Le commandant de zone, le colonel Abdoulaye Traoré, s'est rendu dans les différents centres de dépôt de dossiers pour s'enquérir du déroulement de l'enregistrement des dossiers. Aminata Touré. Dans la 6e région militaire à Mopti, les jeunes venus de tous les horizons ont pris d'assaut, de jour comme de nuit, les centres de dépôt des dossiers de candidature pour être des futurs engagés volontaires dans les différents corps des forces armées de défense et de sécurité. Je me suis retrouvé en face de jeunes filles et de garçons extrêmement enthousiastes, et motivés, donc prêts à servir leur pays. Chose dont nous avons besoin aujourd'hui. Si les jeunes au départ avaient des difficultés pour constituer les dossiers, force est de reconnaître que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux candidats d'atteindre leurs objectifs. Nous, on est là depuis le 28, 10e mois, pour le dépôt des dossiers. Et c'est ma choix, et puis c'est la volonté de nous-mêmes. Depuis le début jusqu'à nos jours, nous sommes à 4478 dossiers enregistrés. Au regard des résultats enregistrés et de l'engagement des jeunes à servir leur patrie, le commandant de la zone de défense numéro 6 rassure. Le message essentiel, parce qu'il faut le dire ainsi, ils veulent tous être militaires, ça c'est clair. Je vais les assurer qu'ils soient confiants. Ils soient confiants. Ce qui est sûr, les méritants seront retenus, Inch'Allah. À travers cet engagement patriotique, ces jeunes filles et garçons viennent de prouver à suffisance qu'aucun sacrifice n'est de trop pour répondre à l'appel de la patrie.
La société citoyenne SIM-SA vole au secours des rescapés et des familles des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. Elle leur a offert des kits alimentaires et scolaires pour un montant de 30 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée au quai de la compagnie malienne de navigation fluviale à Koulikoro. Le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a salué cette action philanthropique. Boubacar Sissoko. La société citoyenne Commerce International pour le Mali, SIM-SA, a encore fait acte de générosité et d'humanisme. Elle est venue au secours des rescapés et des familles des victimes de l'attaque barbare et inhumaine perpétrée contre le bateau Tombouctou le 7 septembre dernier. Dans cette optique, elle a offert des kits alimentaires et scolaires aux familles meurtries par cette tragédie. Ce sont donc 200 sacs de riz, 200 cartons de pâtes alimentaires, autant de bidons d'huile et 100 kits scolaires qui sont remis. La valeur totale du don est de 30 millions de francs CFA. Nous souhaitons apporter un soutien particulier aux victimes du bateau Tombouctou et aux couches vulnérables regroupées au sein d'une association. Ce don, d'une valeur de 30 millions de francs CFA, sera remis par la société Commerce International pour le Mali. Cet appui humanitaire a profondément touché les autorités régionales. Elles n'ont pas manqué d'inviter les autres bonnes volontés à s'inscrire dans cette dynamique patriotique. Chers bénéficiaires, ce don n'est pas simplement matériel. Il incarne l'espoir, la compassion et la volonté collective de soutenir les Maliens dans les moments difficiles. C'est dire que la solidarité n'est pas un vain mot, mais un comportement qui nous a toujours caractérisés en tant que Maliens de grandes valeurs humaines, renforcées et guidées par l'exemplarité inégalée de son excellence, le colonel Assimi Goïta. Cette remise de dons s'est déroulée à l'esplanade du quai de la compagnie malienne de la navigation fluviale de Koulikoro. C'est une manière de compatir en la douleur de la société pour dire qu'ensemble, rien ne nous résistera. Le forum conjoint organisé par la Fédération nationale des retraités du Mali et la Coordination nationale des retraités régie par l'INPS a pris fin. Les recommandations formulées visent à une nette amélioration des conditions de vie du retraité et la création d'un organe de gestion de la retraite. Batraoré. Le retraité au Mali fait face à des problèmes matériels ou financiers. Le forum organisé conjointement par la FNAR, Fédération nationale des retraités du Mali, et la CORINA, Coordination nationale des retraités régie par l'INPS, s'est penché 2 jours durant sur la problématique. Afin de dégager des pistes, plusieurs recommandations ont été retenues dans le sens d'une amélioration des conditions de vie du retraité au Mali. La révalorisation des retraités régis par l'Institut national de prévoyance sociale, d'améliorer aussi les pensions servies par la Caisse malienne de sécurité sociale aux fonctionnaires qui sont allés à la retraite avant janvier 2019. La mise en place d'organes indépendants qui permettraient de veiller sur la pension de manière à faire que celle-ci puisse être périodiquement revalorisée en fonction de la situation économique, en fonction de l'évolution des prix et en fonction de l'augmentation des salaires des actifs. Pour le président de la commission d'organisation, on ne peut être que satisfait au sortir des travaux. Les résolutions donc qui sont sorties de ces travaux nous comblent à plus d'un titre également. D'autant que nous avons essentiellement 2 problèmes majeurs, non seulement par rapport au code de pension qui gère les droits des retraités de la fonction publique et des collectivités territoriales, mais aussi par rapport au code de prévoyance sociale qui gère les droits des anciens travailleurs des conventions collectives. Des motions de remerciement ont été adressées au Premier ministre, au ministre de la Santé et du Développement social et à toutes les bonnes volontés qui ont soutenu la bonne organisation de ces forums.
Les représentants de l'État renforcent leurs capacités sur le régime financier des collectivités territoriales. Cette session de formation initiée par le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services vise à augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités. Mamadou Fane. Le contrôle de la légalité et de suivi des budgets dans les collectivités territoriales passe par une bonne maîtrise des textes et procédures en la matière. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale Covid-19, PDRS, entend accompagner les représentants de l'État par le renforcement de leurs capacités. Il est extrêmement important que vous qui êtes les représentants de l'État au niveau où vous êtes, que vous puissiez vous approprier effectivement l'ensemble des textes juridiques qui régissent le régime financier des collectivités territoriales pour assurer la mission régalienne qui est la vôtre, celle du contrôle de légalité et du coaching même, je dirais souvent, des maires ou des autorités communales qui sont placées sous votre autorité. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet qui est le renforcement des institutions et les capacités pour une gouvernance locale plus inclusive et responsable. La présente session de formation s'inscrit dans une continuité de celle effectuée par le Centre de formation des collectivités territoriales à l'adresse des élus et des agents des collectivités territoriales. Elle intervient à l'issue d'une revue à mi-parcours du projet recommandant à la Direction générale des collectivités territoriales de former les représentants de l'État chargés de contrôler le processus d'élaboration et d'exécution du budget des collectivités territoriales sur la présentation croisée du budget conformant à la directive du 24 juin 2011 portant régime financier des collectivités territoriales au sein de l'UEMOA. La présente session regroupe les représentants de l'État des régions de Koulikoro, Dioula, Nara et le district de Bamako. Elle marque ainsi le lancement officiel d'une série de formations de l'ensemble des préfets du Mali et les représentants des gouverneurs des régions regroupés en 7 pôles de formation. Le Mali célèbre chaque année le 31 octobre comme journée nationale des pupilles. C'est dans cette mouvance que l'ONAPUMA, avec le concours de ses partenaires OMS et la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, a initié une campagne de dépistage et de consultation gratuite avec don de médicaments aux pupilles de la République. Bokari Koulibaly. L'Office national des pupilles de la République du Mali intensifie ses actions à l'endroit des enfants et veuves des soldats tombés pour la patrie. Une séance de dépistage et de consultation médicale gratuite est ainsi organisée à leur intention en vue de prévenir certaines pathologies. Nous l'avons organisée avec la Direction générale de la santé, Direction régionale et commune 4 de la santé et aussi notre partenaire principal, l'OMS. La contribution de l'OMS passe d'abord par l'approvisionnement en médicaments. Nous venons d'apporter des kits basiques. Ce sont des kits destinés pour une population, par exemple, déplacée de 1000 populations, 1000 personnes pour 3 mois, pour les maladies principales, y compris aussi le paludisme. Pour une prise en charge plus élargie des bénéficiaires, une pléiade de spécialistes médicaux est mobilisée. Nous avons les ORL, les médecins ORL. Ça, c'est des problèmes d'oreilles que les enfants peuvent avoir. Nous avons des consultations ophtalmo. Nous avons les médecins endocrinos qui regardent aussi s'il y a diabète ou pas. Nous avons des médecins généralistes. Nous avons aussi des odontostomatologues pour des questions de dents et des techniques de brossage. Donc nous avons un arsenal en tout cas de prestataires, de professionnels de santé qui accompagnent en tout cas cette activité-là. Nous avons été consultés et avons eu des médicaments. Cette initiative de l'ONAPUMA nous va droit au cœur. 500, c'est le nombre de personnes que cette campagne envisage de toucher. Voilà une très belle initiative à l'endroit des pupilles de la République. 7e édition du mariage collectif et gratuit. C'était ce vendredi 3 novembre à la mairie de Kati. 50 couples se sont dit oui devant l'autorité compétente. Parmi les témoins, le ministre de la Santé, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le reportage de Benoro Fofana avec la voix de Boubacar Kanouté.
Ils sont 101 personnes à se dire oui. Il s'agit de 50 couples qui viennent de légaliser leur union pour le meilleur et le pire. Devant Dieu et les hommes, ce mariage collectif est gracieusement organisé et célébré conjointement par la mairie et la coordination des associations et ONG des femmes de Kati, COFAC. Au nom des mariés, je remercie le maire et la coordination des associations et ONG des femmes de Kati d'avoir organisé cette cérémonie. Désormais, notre union est reconnue devant la loi. En organisant gratuitement ce mariage collectif, les acteurs s'engagent à légitimer juridiquement les liens de mariage entre les conjoints. Pour cette 7e édition, le plus âgé des mariés a 71 ans et le plus jeune a 23 ans. Il se trouve que de nombreuses femmes ne jouissent pas pleinement du droit de leur mariage, faute d'acte de mariage. Par exemple, certaines femmes sont expulsées du domicile conjugal après le décès de leur époux. C'est en raison de ces atrocités sociales que nous avons initié cette activité. Les couples, c'est un libre choix. Ils sont libres. Donc nous passons des communiqués sur les antennes. Les gens vont venir s'inscrire librement, mais surtout des gens qui sont en situation difficile, mais aussi qui sont dans les liens de mariage, surtout des mariages religieux, mais qui n'ont pas d'acte d'état civil, notamment l'acte de mariage. L'acte de mariage est un document authentique qui certifie l'union entre deux époux et leur confère des droits. C'est à ce titre que mon département est résolument engagé à matérialiser la vision de son Excellence, le président colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir rendre accessible à chaque Malien les services sociaux de base, où qu'ils soient. Le ministre n'est pas venu les mains vides. Elle a remis aux organisateurs une enveloppe symbolique et aux 50 couples 3 pains chacun. Ce fut un après-midi récréatif à la mairie de Kati. Les mariés partent très rassurés. Allant heureux ménage au couple. Une délégation de la Direction nationale de l'agriculture était sur le terrain à Kamalé dans le Mandé dans le cadre de la campagne de supervision agricole 2023. Les responsables de l'agriculture ont visité 2 champs, celui de Chakali à Kamalé et de Banfa-Kouyaté à Samanyana. Youssouf Diakité. Nous sommes à Kamalé dans le Mandé, dans le champ de Isiakali. Cette visite, c'est dans le cadre de la supervision de la campagne agricole 2023. Ici, Isiakali a 3 types de cultures répartis entre 12 hectares. Si chez lui, les résultats sont satisfaisants, c'est qu'il a appliqué les directives données par les responsables du ministère de l'Agriculture à travers la direction nationale. Nous avions sollicité de l'engrais et notre demande a été satisfaite. Cela nous a beaucoup aidé cette année. Les 12 hectares que nous cultivons ont bien donné grâce à cet appui. Nous sommes vraiment contents de cette visite de la Direction nationale de l'agriculture. La 2e étape a concerné la visite du champ de Banfa-Kouyaté. Ici, c'est un champ de bananes planté de près de 5 hectares à Samanyana, commune de Mandé. On a eu la chance de tomber sur une variété un peu locale, donc qui marche il y a à peu près 8 ans. Voilà, donc on pratique cette culture ici depuis 8 ans. Il lui ressort des recommandations formulées à l'endroit des producteurs de mettre l'accent sur l'utilisation de l'engrais organique. Les engrais subventionnés cette année au niveau des DXC, c'est à 13% contre 7% de l'année passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment l'État a fourni beaucoup d'efforts par rapport vraiment à la subvention de l'engrais pour vraiment l'amélioration bien de la production. La mission s'est achevée par une réunion de synthèse pour l'intégration des constats faits sur le terrain. Les projets d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M, évalue ses réalisations dans la région de Ségou. À travers cette visite, les responsables de PADEL-M s'imprègnent de l'impact des réalisations en faveur des bénéficiaires. Honoré Tchenou. À travers cette visite, le projet d'appui au développement de l'élevage PADEL-M capitalise ses réalisations dans la région de Ségou. Les responsables de ce projet veulent s'imprégner de l'impact des appuis multiformes apportés aux bénéficiaires. En plus des financements de micro-projets et partenariats productifs à Ségou et Banakoroni, le projet a réalisé un marché à poissons à Nyono équipé de magasins et chambres froides qui font aujourd'hui la fierté des marieuses de Nyono.
Avant cette réalisation, on ne pouvait pas vendre à cause du soleil et de la pluie, choses qui sont devenues aujourd'hui qu'un souvenir. Cette maison est une chambre froide pour mieux conserver les mi-ventes. À Konobougou, c'est une infrastructure marchande réhabilitée au bénéfice des agro-pasteurs du cercle. Avec la réalisation faite par Padelem, le parc est mieux fréquenté par les vendeurs de bétail, ce qui engendre plus de bénéfices pour nous. Ces réalisations vont sans le doute améliorer les conditions de travail des bénéficiaires et aussi mieux sécuriser les secteurs d'activité. Aujourd'hui, tous les producteurs s'y réjouissent de la venue de ce projet parce que les chiffres d'affaires ont augmenté. Des producteurs qui évoluaient de façon silencieuse, maintenant avec l'appui du projet, vraiment les effectifs sont devenus très nombreux. Les appuis du Padelem dans la région de Ségou prendront fin en juin 2024. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers la continuité. Direction Caille et Mopti pour parler de 2 ateliers de formation des membres des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. La formation permettra aux participants de mieux cerner les différents articles de la loi électorale. Balkita Sadibou Shirfa Aydra à Caille et Bemba Sibi à Mopti. Pendant cette journée de formation, les 494 membres des différentes coordinations communales, locales du cercle de Caille et régionales seront mieux outillés sur le recueil type visant la régularité des élections. Les recueils type contiennent les différents articles de la loi électorale et comment bien remplir les différentes fiches à des niveaux différents. Parce que souvent, si ce travail n'est pas maîtrisé, ça conduit à la confusion. Et ça peut affecter d'une manière ou d'une autre l'efficacité même de l'équipe et même les résultats. Pour le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Caille, il est primordial de tenir cette formation à l'endroit des différentes coordinations de l'EGE. Parce que nous voulons des élections transparentes, crédibles, acceptées par tous. Cela commence par la prise des actes juridiques qui assurent cette crédibilité. Après Caille, ce sont les chefs-lieux de cercle qui vont accueillir la même formation pour permettre aux membres des coordinations à travers toute la région d'être outillés sur les différents articles de la loi électorale. Les membres de la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE à l'école. Pendant 15 jours, les 33 délégués pour cette première phase d'une série de formations vont renforcer leur capacité sur le recueil des actes types, un document essentiel dans le processus électoral. Dans les soucis d'amélioration de la qualité de l'organisation des élections au Mali, l'EGE a élaboré les recueils d'actes types à l'usage de l'ensemble de ces coordinations afin qu'elles prennent dans les délais les 10 actes et sous la forme requise conformément à la loi électorale. Les recueils dont nous allons faire la formation aujourd'hui, il est structuré en 2 parties. La première partie est consacrée aux actes types à prendre à l'occasion de tout scrutin. La deuxième partie est consacrée aux actes types à prendre en fonction de la nature du scrutin. Cette session de formation va permettre à ces délégués de mieux conduire les opérations électorales, gage d'élections libres, crédibles et transparentes. Pour notre part, notre qualité de représentant de l'État, ensuite de représentant du ministère de l'administration territoriale, notre appui, notre accompagnement, que ce soit à l'EGE en tant que tel à ses démembrements, ne fera pas défaut. Un appui qui facilitera l'atteinte d'un des objectifs cruciaux de l'EGE, à savoir tenir des élections entachées d'aucune irrégularité majeure. Cette formation, qui se tient du 31 octobre au 15 novembre 2023, va outiller à terme 357 membres de l'EGE des 8 cercles de la Venise malienne. Et cette bonne nouvelle du côté de la Russie, le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali vient d'être reconduit au conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires pour la mandature 2024-2026. C'était à la faveur de l'Assemblée générale de la plus grande fêtière des conseils économiques et sociaux tenue du 31 octobre au 1er novembre 2023. Je vous propose un extrait de l'intervention du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, Yacouba Katile. Aujourd'hui, nous avons été reconduits effectivement
pour un autre mandat de 2 ans, et avec la présidence confiée désormais à Curaçao, du côté de l'Amérique latine. Nous pensons qu'on ne peut que s'en féliciter. C'est une bonne chose. Il nous dit encore davantage qu'il faut travailler, il faut contribuer de façon positive. Et je remercie en tout cas le bon Dieu qu'on puisse reconnaître tout cela, tout ce qu'on a fait comme effort. Mais je tiens également à remercier en tout cas la présidente Lindia. Au début du mandat, c'est au moment où nous étions à Athènes, il n'était pas donné que vraiment les mandats allaient réussir comme nous avons eu à constater, compte tenu en tout cas des questions au niveau politique qui avaient fortement dominé en tout cas nos débats. Mais elle a vraiment tenu, elle a bien tenu, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde l'a félicité. Ça aurait été une autre personne avec les bras parce qu'on est allé jusqu'à la demander de démissionner, chose qu'elle n'a pas acceptée parce qu'elle n'était pas prévue par nos statuts, mais également la position politique de certains dans la gestion de cette question fait que vraiment elle a bien compris, elle a tenu, elle a eu l'accompagnement de nous, surtout les pays africains, dans ce cadre-là. Dieu merci, elle a tenu à faire que nous avons pu tenir en tout cas cette assemblée, ce conseil d'administration ici, pour en tout cas la dernière fois la présidence de la RSU. Donc nous ne pouvons que la remercier, la féliciter et surtout l'assistance et l'accueil qu'on nous a apporté depuis qu'on est là pendant ces quelques jours-là. Encore une fois, nous disons merci à la RSU. Kigali, la capitale rwandaise, a abrité du 25 au 28 octobre 2023 la 18e édition du prix africain du développement PADEV. Cet événement grandiose du continent africain a regroupé les hommes d'affaires, les investisseurs et les acteurs de l'industrie de tous les secteurs ainsi que les entrepreneurs. À l'issue de cette rencontre de 2 jours, nos compatriotes ont eu des distinctions. Il s'agit de Youssouf Doucouré, PDG de Jabali Transit, et Mamadou Naman Keita. Retour sur la cérémonie de remise des prix à Kigali avec Tamsir Djabati. Le style, la méthode et le sens élevé du professionnalisme de Youssouf Touré le place leader et bâtisseur sur le toit du continent africain. Mieux, l'un des champions de l'entrepreneuriat africain. Oui, le PDG de Jabali Transit se fait distinguer parmi les 500 entrepreneurs nominés de 23 pays sur le continent en remportant le prestigieux prix Africa Development Awards et CEO Club International Gold Membership du prix de développement africain PADEV Kigali 2023. Monsieur Youssouf Touré, PDG de Jabali Transit International. Il reçoit donc un grand prix de développement des mains du président de la Fondation de son. En recevant ces distinctions honorifiques du continent, le désormais champion de l'entrepreneuriat africain mesure la portée et le poids de ces trophées. L'honneur fait au Bali à Kigali n'a pas échappé à l'ambassadeur Yaya Doucouré. De retour à Bamako, le récipiendaire du prix africain du développement non moins transitaire agréé en douane a tenu à remercier ses collaborateurs. Ces trophées sont le fruit d'un travail d'équipe. Le lauréat du jour a reçu les encouragements du gouvernement à travers le ministre de l'économie et des finances. Auparavant, il avait aussi présenté ces distinctions au directeur général des douanes. Je place cette reconnaissance dans le cadre des compétences managériales du PDG de Jabali Transit. Pour nous, douane, c'est un partenaire fiable, très fiable, et qui fait correctement son travail. Il est en train d'évoluer vers ce qu'on appelle le statut d'opérateur économique agréé, qui est une réforme majeure de la direction générale des douanes. J'ai dédié ces trophées à la transition, à la douane malienne et à tous les transitaires, surtout à la jeunesse malienne. L'avenir, c'est vous les jeunes. Cette année, c'était moi. J'ai pris le bon Dieu que l'année prochaine soit
un autre opérateur économique. À noter que le prix africain du développement PADEV est l'une des prestigieuses distinctions qui célèbre des hommes et des femmes d'exception du continent, qui se distinguent par la qualité exceptionnelle de leur travail et qui contribue au développement du continent. À Kigali, le drapeau malien a bien flotté. En plus du PDG de Djabali Transit, l'ancien directeur national des routes était également sur le podium. Mamadou Naban Keïta, lui, a remporté le prix de la catégorie du mérite et de l'excellence. Ces distinctions sont la preuve que le Mali fait partie des grandes nations. Alors, félicitations à Youssouf Touré, PDG de Djabali et Transit, et Mamadou Naman Keïta, ancien directeur national des routes. La Maison de la Presse, en collaboration avec l'URTEL, vient d'organiser une session de formation à l'intention des hommes et des femmes de médias de la région de Bougouni. La session porte essentiellement sur la collecte et la diffusion de l'information. Jafar Aïdra. Notre pays traverse une période difficile où l'information est capitale. Le traitement et la diffusion de la bonne information passent nécessairement par la formation des hommes et des femmes des médias, ce qui justifie la tenue de cette session de formation initiée par la Maison de la Presse et l'URTEL, soutenue par le gouverneur de la région de Bougouni. Le bon traitement et la bonne distribution de l'information contribuent de façon substantielle à favoriser le développement, la démocratie, la paix et la cohésion sociale. Chers participants, vos travaux porteront aussi sur l'attitude à adopter sur le terrain en ces temps de crise multidimensionnelle et de l'insécurité. La vocation première de la Maison de la Presse est l'accompagnement des organisations professionnelles qui nous ont installés. Nous sommes l'émanation des organisations professionnelles et nous avons comme mission de former avec l'appui et le soutien de ces organisations professionnelles. Au cours de ces 2 jours de formation, les participants se sont penchés sur le traitement, l'écriture journalistique et la prononciation des mots, entre autres. Cette formation a permis à beaucoup d'entre nous de découvrir la façon simple de travailler à la radio, comment attirer son auditoire, comment maintenir son auditoire. Alors moi je souhaiterais en tout cas au sortir de cette formation que les 20 personnes qui y ont participé puissent respecter strictement les codes éthiques et les codes de déontologie et qu'ils puissent se dire également à chaque fois qu'ils auront un reportage, un débat ou bien un entretien à faire, qu'ils se posent certaines questions au préalable d'abord. Comment ce sujet doit-il être traité? Qu'est-ce que cela va apporter? Quel est l'impact que cela peut-il avoir? À noter que la formation a pris fin par la remise des attestations. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé en début de semaine l'ouverture des travaux de l'atelier de création et des modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche. Au cours de l'atelier, les participants ont échangé sur les conditions de création et de fonctionnement des laboratoires. Agibou Kloubali. La création des laboratoires de recherche dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche du Mali est l'une des actions du département de l'enseignement supérieur. Cette création obéit à des critères précis. Nous sommes réunis dans le cadre d'un atelier pour aller vers l'adoption des textes réglementaires créant les laboratoires de recherche au sein de l'USCTB. Ceci est d'autant important que la recherche, elle est de qualité au sein de notre université, notamment la recherche biomédicale. Nous avons des équipes qui sont connues sur le plan mondial. Mais malheureusement, ces équipes ne sont pas suffisamment organisées en laboratoire, ce qui impacte beaucoup sur notre visibilité interne et externe. Pour les autorités scolaires, le laboratoire est le véritable bouillon de culture des chercheurs. Sa création est donc l'engagement des autorités de la transition. Le Mali a adopté un décret en 2021 portant sur les structures de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur public. Et ce décret voudrait bien que toutes les institutions d'enseignement supérieur soient capables de mettre en place leurs laboratoires, sinon de travailler à ce que les laboratoires qui existent s'adaptent au terme de ces décrets-là. Donc il est tout à fait appréciable que l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako organise aujourd'hui cet atelier-là
pour s'adapter aux termes de ces décrets. À l'issue des travaux, les résultats obtenus permettront une meilleure connaissance par l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'USTTB des textes régissant la recherche, l'environnement de travail, ce qui aura un impact favorable sur la recherche universitaire en termes de production scientifique et de visibilité sur l'échiquier national et international. Le bureau de la coordination nationale de l'association des élèves et étudiants du Mali AIM a 33 ans. La cérémonie d'anniversaire a regroupé autour des élèves et étudiants les responsables scolaires à la faculté des sciences techniques. Benora Fofana. 33 ans d'existence, 33 ans de lutte et de services rendus aux élèves et étudiants du Mali. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM, a été et reste encore la centrale défensive pour le bien-être de ses membres. Et c'est sur la colline de Badalabou, autrement dit la colline du savoir, qu'est commémoré ce 33e anniversaire, l'heure du bilan pour l'ensemble des élèves et étudiants du Mali. Notre association se retrouve dans des conditions pas toujours aisées. Faire face à ces problèmes nécessite de revoir toute méthode, de mettre plus en œuvre nos capacités intellectuelles. L'invité d'honneur, le représentant du ministre de l'Éducation nationale, n'a pas manqué d'inviter les élèves et étudiants au travail et surtout à l'excellence pour ce monde qui devient de plus en plus compétitif. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale vous souhaite un bon anniversaire. Chacun de nous ici dans la salle sait que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. Autrefois, quand on avait mention bien, les gens s'en réjouissaient. Aujourd'hui, on a tendance à aller au-delà. Il faut être excellent. Au cours de cet anniversaire, le bureau de la coordination nationale de l'AIM a remis des motos aux premiers nationaux du DF, BAC, CAP et BT afin de faciliter leur déplacement et de les encourager dans leur dynamique de travail. La danse chorégraphique et la coupure du gâteau ont embelli cette cérémonie du 33e anniversaire. Les activités de la 4e édition des journées textiles du Mali se poursuivent au Palais de la Culture à Amadou en Poteba. Hier vendredi, une conférence a été animée sur la labellisation du Bogolan. Les détails avec Daouda Kouni. Les autorités maliennes travaillent actuellement sur une procédure afin de labelliser la fabrication du Bogolan et faire reconnaître ce savoir-faire issu du Mali. Pour sa contribution à la procédure de labellisation, la commission d'organisation des journées textiles du Mali, Mali Finou, a animé une conférence pour échanger sur les enjeux et les perspectives de cette labellisation. Nous avons choisi le thème de cette édition pour encourager le gouvernement dans sa démarche de labellisation du Bogolan. Maintenant, quand le gouvernement labellise, les artisans doivent jouer pleinement leur rôle dans cette labellisation. Donc pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information, aux artisans de comprendre ce qui se passe en termes de labellisation, mais de comprendre au-delà du Bogolan qu'il faut labelliser les choses, on a initié cette conférence. Aux États-Unis, le Bogolan coûte moins cher. Le pagne qui coûte 5 000 francs ici coûte 3 000 francs à New York. C'est fait parce qu'il y a de mauvaises qualités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre le Bogolan honorable, respectable, que ce soit dans le contexte international d'une fabrication réellement digne de soi. La labellisation d'un produit a ses exigences. Il convient donc de connaître les enjeux et les perspectives pour répondre à ces exigences. C'est juste savoir l'élaboration des cahiers de charges, l'identification des signes d'abord qui seraient apposés sur le produit et le groupement, la mise en place du groupement qui va porter le dossier. Et tout a été fait, non? Il reste que le dépôt maintenant pour que la demande soit transmise au niveau du siège à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour son enregistrement. Nous avons commencé à comprendre que ce même Bogolan est utilisé dans des films. Aujourd'hui au niveau de l'Occident, au niveau des États-Unis, et aussi ce Bogolan est en train d'être utilisé dans les grandes maisons de textile. Vu tous ces enjeux, il est quand même très nécessaire d'aller vers la labellisation de ce Bogolan. Une minute de silence a été observée en la mémoire de ceux qui ont porté le secteur du Bogolan avant ce jour et qui ne sont plus avec nous, comme Kandjoura Koulibaly et Chris Sedou. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.